Imagine que toi, bon, bah, tu as passé ta journée là aux douches. Imagine que ce soir, tu rentres dans ta petite chambre et tu décides d'écrire ta petite journée. Alors elle m'a dit: «Mais j'ai rien à écrire». Je dis: «Mais non, mais imagine, tu vois? Imagine, tu rentres chez toi, bon, bah, tu te tapes ton petit casse-croûte, tu fais ta petite lessive et au lieu de te mettre au lit, tu te mets à ta table. Tu prends une feuille de papier, puis tu te dis: "Bien, aujourd'hui, c'est une journée terminée. Je vais essayer de dire ce que j'ai entendu, d'écrire ce qu'ils ont dit quand ils venaient me demander le savon, quand ils me demandaient la serviette, quand je suis allé les taper à la porte pour qu'ils sortent, quand j'essayais de faire patienter les types qui étaient derrière et qui attendaient. Tu vois, imagine ça. C'est simple à imaginer. Eh bien, c'est extrêmement difficile à écrire. Or, si tu veux, bah, je vais te dire un truc, disons, dans cette putain de vie, tu vois, c'est vraiment pour moi une putain de vie. J'aurais pu ne jamais penser à ça, quoi. Jamais arriver à me dire, moi, quand j'étais à l'usine, il n'était pas question, quand le soir je rentrais, de... Si, je repensais un peu à ma journée, mais j'y repensais, tu vois, j'y repensais, puis c'était le coup de gomme, quoi. À partir du moment où j'y avais repensé, que j'avais revu ce qui s'était passé, les tours de vache que j'avais fait, ou qu'on m'avait fait, ou qu'on me ferait, bah, c'était fini, j'y repensais, alors je gommais, et puis c'est maintenant que tout revient. Alors tu vois, il s'est passé 20 ans, il s'est passé 25 ans. Comment veux-tu que j'écrive ce que je te dis? Je ne peux pas, il faudrait que tu sois là. Alors elle m'a proposé, elle m'a dit, ben écoute, moi si tu veux, je vais venir tous les samedis après-midi et tous les dimanches, sauf le dimanche matin parce qu'il y a beaucoup de monde à la douche, et je viendrai, tu m'écriras comme si tu me parlais, je serai à côté de toi. Je te poserai de temps en temps si tu veux une question, ça, si ça se trouve, ça t'aidera. Je dis oui, mais c'est pas ça justement. Le ça en question, enfin, tu vois, ce que je veux dire en te disant ça, c'est de rentrer dans sa chambre, de sortir la feuille de papier et de remettre à jour certaines idées, de rayer, de biffurer, de biffer, tu vois, c'est fait de tous ces instants, de tous ces moments à la con, quoi. Mais c'est les moments à la con qui tiennent le coup, qui comptent. Alors elle disait rien, elle m'écoutait et elle terminait. Enfin, je suis contente, je vais rentrer chez moi. Et il m'arrivait de la tenir le soir, là, dans ma petite piaule. Ou bien de l'accompagner jusqu'à son métro et on se quittait avec un petit signe de la main. Alors moi, je me précipitais chez moi et pendant tout le temps de la précipitation, entre le quai du métro où je l'avais laissé là devant la poinçonneuse et la petite table que j'avais, alors là, j'en disais, j'en remettais, je voyais ce que je devais faire. Puis quand j'arrivais chez moi, je prenais mon papier, ma feuille, j'ouvrais mon cahier. Je restais comme un con, alors je repartais en arrière. Je disais, elle, je lui trouverai une place un jour. Mais pas du tout en me disant une place un jour parce que je la foutrais dans un bouquin et elle revivra là-dedans. J'avais pas du tout envie de la faire revivre. Et pas de la faire revivre pour moi. Le besoin, ce moulin à vent, ce moulin à paroles, ce cul plus haut que je le mettais pour péter, non pas qu'il me pesait, mais je sentais que j'étais au pied d'une porte, que j'avais pas la clé, mais qu'il fallait pas l'enfoncer non plus, que la serrure, je l'avais vue, qu'il n'y avait pas de lumière derrière. Il fallait que je me mette à farfouiller avec mes pattes dans le noir pour trouver la clé. Mais il y en avait des clés. Des dizaines, des centaines, des milliers de clés. Il fallait trouver la bonne clé pour l'unique petite connasse de serrure qui se trouvait là devant moi. Alors je piétinais, je marchais comme une chique dans ma gueule et tant que la porte n'était pas ouverte, mais quand je réussissais à l'ouvrir, quand je croyais l'avoir ouvert, alors je rentrais, et vite, très vite. Ça y est, c'était le moment. C'était était là. Je prenais ma plume et le moment n'était pas là. Non, c'était pas encore le soir. Alors je griffonnais des tas de machins, des bordels. J'allais dans tous les sens, je me levais, je me réasseyais, je bouffais du sucre, je me faisais du thé, je pensais aux vieux, j'essayais de trouver un mot dans ma tête et le mot revenait.
Alors je partais sur ce mot, mais pendant une phrase, deux phrases, après quoi il fallait que j'en retrouve un autre, et que je cherche dans un bouquin, un écrit, quelque chose, le titre d'un livre, je le hachurais, je le mandibulais, au lieu de prendre, je ne sais pas moi, disons Bertolt Brecht, eh bien, j'essayais de prendre seulement le ber, et avec le ber, il fallait que j'arrive à quelque chose. Alors j'arrivais à rien. Alors je prenais la fin du mot, Toll, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec Toll? Alors je passais à Brecht, alors brèche, une brèche. Alors pour la brèche, par la brèche, je me faufilais, et je faisais encore deux phrases, trois phrases. Vous savez, une sorte de coureur qui, tous les 100 mètres ou tous les 200 mètres, est obligé de sucer un morceau de sucre avec une petite goutte de gnôle dessus, qui lui permettra d'arriver. Mais où est-ce qu'il va arriver? D'arriver au bout de la ligne, mais tous les mecs sont arrivés. Je me foutais des mecs, mais il y avait une chose qui comptait, c'était moi. Sur la cendrée en question, il fallait qu'avec mes pompes à clous ou pas à clous, accrochées ou sans clocher, il fallait que je passe la ligne d'arrivée, de manière à ce que je puisse le lendemain reprendre un nouveau départ. Ben, le lendemain, le départ, je le reprenais par les mêmes combines, et je me disais, ce ne sont que des combines. J'arriverai pas à, le matin, me mettre devant une feuille de papier, puis le mot viendrait, le mot qui m'entraînerait. Alors dans ces moments-là, quand ils duraient 2 ou 3 jours, quelquefois une semaine, même des semaines, alors je replongeais dans mes dessins. J'abandonnais les tâches, je les avais abandonnées. Non pas j'essayais de découvrir une écriture dans le dessin, je crois pas du tout à ces conneries-là. Mais là aussi, je voulais partir comme lorsque je mettais chez la grosse un mouchoir à moi imbibé d'encre et que je traçais des signes dessus. En fin de compte, c'était des signes annonciateurs, des signes du départ. Il fallait que je sorte une feuille et que, sans qu'il y ait entre la feuille et moi quelque chose qui m'interdisait de voir ce que je faisais, que je me mette à faire quelque chose auquel je n'arrivais pas à penser, créant en moi un état voisin du vide qui me porterait, peut-être me catapulterait vers une main beaucoup plus libre qui partirait dans un taillis, dans une fourrure. Et c'est comme ça que j'ai découvert la fourrure en dessinant, enfin la fourrure avec la plume. C'est-à-dire en regardant absolument partout, en me disant je suis le roi des cons, alors allons-y, quoi. On n'a pas à se gêner, le roi des cons, il peut faire ce qu'il veut. Et le roi des cons faisait ce qu'il voulait à ce moment-là, et j'avais tracé des centaines et des centaines de lignes qui s'entremêlaient, et j'interrogeais ces lignes. Le lendemain matin, quand je retrouvais ma petite feuille, je retrouvais mon taillis. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que j'ai pu hier avoir voulu chercher en tournant ma main, en faisant marcher mes doigts dans tous les sens, et qu'est-ce que je peux voir? De quel point je peux partir, puisqu'il n'y a plus de point? Ma feuille n'est qu'un vaste gribouillage. Les tâches encore. Bien sûr, je savais que c'était un moment, mais dans les tâches, je pouvais voir. Je pouvais interpréter à ma manière. Pourquoi là, je n'interprétais pas? Et un matin, non pas interprété, mais j'ai cru que je voyais quelque chose que je n'avais pas vu la veille ou l'avant-veille. J'ai ressorti tous mes bouts de papier, remplis non plus de tâches, mais alors donc de gribouillage. Et je me suis dit, peut-être que le moment est venu pour les interroger, et je me suis vraiment penché sur eux comme peut-être un type dans un laboratoire se penche sur une plaque, à qui on a dit, il faudrait chercher ce qu'il y a, mais il ne va pas, le malade par exemple. Et qu'au-delà des globules et au-delà de la plaque elle-même, d'essayer d'interpréter ça. Je me suis dit que j'étais peut-être un chercheur à ma façon, et que chaque fois que j'avais, non pas découvert, mais que j'étais arrivé au bout de ma recherche, sans pouvoir l'analyser, je devais passer à la recherche suivante. Ce qui m'amenait, quelque temps après, à revenir en arrière, à regarder quelle avait été la recherche, et peut-être même une découverte que je me mettais à faire, pour pouvoir continuer à avancer. Oui, il y avait tout un système à inventer, à développer,
non pas des principes, mais une manie, une habitude, qui n'en était pas une puisque je ne pouvais pas l'interroger sur le moment même, mais qui en devenait une à partir du moment où je me mettais à les interroger avec un temps très grand ou très court, entre celui où j'avais fait et celui où je le ressortais de son temps. Et j'ai un matin justement trouvé que dans un de ces énormes gribouillages, il y avait une tête. C'était à la fois très bon et très dangereux, parce que tous les griffouillages suivants, j'ai voulu trouver une tête, seulement je ne trouvais plus de tête. Alors j'ai voulu trouver autre chose, alors j'ai trouvé quelquefois un corps. Donc en fait, j'avais besoin de gribouiller sans savoir ce que j'allais faire, mais le besoin continuait quand je voulais l'interpréter. Et je ne l'interprétais qu'avec une forme raisonnable. Je me suis contenté de ce rationalisme-là pendant un petit moment. Mais les moments n'étant pour moi que des moments, je suis passé à autre chose. À autre chose que je n'avais pas prévu. Mélanger les tâches et du dessin. Ne faire que du dessin à l'encre. Mélanger des encres de couleur. Me servant de la leçon de d'autres types. Passant ça sous le lavabo, brossant avec une brosse à dents. Pissant dessus, je m'en foutais. Tout était bon, tout était valable. Jusqu'à ce que je tombe dans autre chose. Un autre chose qui m'aspirait, m'attirait, ce que je venais de faire ne m'intéressait plus, mais se mettait à nouveau à m'intéresser comme une personne tout à fait étrangère à moi, comme si je regardais le travail d'un autre, et il m'arrivait, non pas de m'exclaffer de surprise et surtout de contentement, mais de voir que les choses étaient en train de se tenir en se détachant. Et oui, je sais, c'est pas du tout compliqué, mais il se produisait quelque chose en moi. Il y avait à la fois de l'éprouvette et du liquide dans l'éprouvette. Il ne s'agissait pas de trouver un équilibre. L'équilibre, pour moi, c'est mauvais. Ah oui, je commençais à penser très, très différemment. Tout ce bazar m'est arrivé la grosse histoire. J'ai vécu avec une femme avec laquelle je vis toujours. Elle était malade des poumons. Et il fallait, après une opération qu'on lui avait faite, il fallait qu'elle se repose à la montagne. Et je venais la voir de temps en temps, là, quand j'avais quelques ronds. Là-dessus, je me suis expliqué ailleurs. On avait fini par découvrir une ferme, pas très loin de la station sanatoriale dans laquelle elle était hospitalisée, et de laquelle elle était sortie d'ailleurs. Elle venait de sortir. Non pas guérie, disons stabilisée, c'est bien ça, c'est le terme. Et cette petite maison qu'on avait découverte, et cette femme qui comprenait, oh, non pas mieux, mais différemment, que la fille des douches, qui comprenait avec qui, dans quel engrenage elle venait de se foutre. D'autant que c'était une femme avec certaines préoccupations que je n'avais jamais eues, et que, comme tout ce que je peux toucher, je veux le triturer, je veux le façonner, le défaire et le faire. Cette femme-là s'était prêtée à une certaine autosculpture. Elle m'aidait dans le montage de sa pièce. Le tronc, le buste, la poitrine, la tête. Et devant se reposer à la montagne, et moi j'avais non pas ramassé un peu de fric, mais j'avais réussi à vendre un peu et à en ramasser très peu. On s'était dit, bon, il y en a pour quelques mois, nous allons pouvoir tenir, et une fois que ce passage sera terminé, nous reviendrons à Paris et on essaiera de trouver autre chose que la petite chambre. On a donc découvert une vieille ferme dans un coin abandonné qu'on a loué. Et il manquait à cette ferme-là, enfin, disons tout simplement, mais c'était quand même non pas le plus important, mais une des choses importantes. Il manquait des chiottes. J'ai décidé que j'allais faire des chiottes. Je suis allé acheter du bois, des clous, marteaux, scie, et j'ai fait mes chiottes. Et le soir de mes chiottes, alors que je les étraînais, je me sentais vraiment plus que fatigué. Je marchais pas très bien.
Je suis rentré à la maison, les chiottes étaient à 10 mètres de là, et je lui ai dit à elle, je crois que je suis pas bien, je crois que je suis un peu malade. Et si je ne me trompe pas, je recommence une petite histoire du ventre. Et le lendemain matin, j'avais de la fièvre, j'ai pris une bicyclette et je suis allé voir un toubib. Et le gars, après avoir accepté mes explications, je suis certainement malade du ventre, m'a dit, puisque vous êtes là, je vous passe une radioscopie. Moi, je sais ce que c'est que de passer une scopie, j'en ai passé des centaines. Je lui ai dit, c'est inutile, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, c'est du côté des tripes et du foie. Je bois un peu et je ne prends pas de précautions dans ma nourriture. Je suis un ancien ami bien et il est à peu près certain que l'état que j'ai maintenant, c'est un état que j'ai connu des tas de fois, je ne me trompe pas. Convaincu que je ne me trompais pas. Et lui, en me passant la scopie, m'annonce que je suis un malade à nouveau, que je viens de rechuter, et que pour moi, c'est le sana. Alors nous avons un peu discuté là-dessus, et je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas rentrer en sana parce que je vivais avec une femme qui elle-même était en convalescence en ce moment, et que si je pouvais le faire et s'il acceptait de le faire, j'aimerais beaucoup me soigner chez moi. Il a, très provisoirement, disait-il, accepté. Et le fait est, il venait me voir, j'avais mes médicaments, et je les bouffais, et la femme avec qui je vivais les bouffait aussi. Et je me suis retrouvé dans un plumard, avec non pas 3 heures de cure ou 6 heures de cure par jour, mais 24 heures sur 24 allongées. J'avais un plafond, puisque c'était dans une maison. J'avais un plafond et je le regardais. Et c'est un lieu commun de dire que dans un plafond, on peut lire des tas de choses. Là, ce n'était pas un plafond avec du plâtre, comme à Paris, c'était un plafond avec des poutres. Et je regardais ce que je voyais, ou ce que j'essaie d'entrevoir. Et dans ce que j'essaie d'entrevoir à ce moment-là, ça tourne toujours à partir d'un gribouillage, mais d'un gribouillage naturel, provoqué par les veines du bois, par les nœuds qu'il y a de temps en temps. J'essayais de reconstituer certains animaux, certains personnages. Je cherchais des profils. La maladie ne m'empêchait donc pas de carburer. Je ne pouvais pas dessiner au lit, c'était impossible. J'avais essayé les premiers jours, mais d'une part j'étais fiévreux et d'autre part ça n'allait pas, c'était pas pratique. J'avais besoin, moi, d'être debout à une table et de frotter. Alors, j'ai regardé le plafond. J'ai passé des jours et des semaines à voir ce plafond. Ma femme m'avait acheté, enfin, ma femme, puisque ça allait devenir ma femme, m'avait acheté un petit électrophone et un seul disque. C'est tout ce qu'on pouvait se permettre, c'était déjà très beau. Ce disque-là, c'était un disque de Bach, joué par Dino Lipati. Je l'ai mis et je l'ai usé jusqu'au bout. Je passais des journées et une partie de la nuit avec ce petit refrain. Et en même temps, j'avais, juste avant de tomber malade, au moment où je venais de rencontrer cette femme, je venais grâce à elle de découvrir la musique dans l'oreille. Mais très vite, la musique rentrant dans mon oreille ne me suffisait plus. J'avais un petit poste avec elle et j'essayais d'écouter des tas de concerts. C'était pas ce que je voulais. Au fond, la musique était en train de m'amener quelque chose, de m'apporter quelque chose. Donc, non seulement j'avais des velléités pour écrire et pour dessiner, mais voilà que je me mettais en avoir pour la musique. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mais toute chose ayant un commencement, et la musique étant pour moi quelque chose d'extrêmement sérieux, on ne pouvait pas se mettre à écrire de la musique, et je n'avais d'ailleurs pas envie d'en écrire, et pas les moyens non plus. Je lui ai demandé à elle de m'apprendre ce qui ne pouvait me servir absolument à rien, du moins c'est ce que je croyais, de m'apprendre ce que c'était que la musique, donc de tracer une portée avec des notes dessus, et lentement de m'initier. Seulement, elle ne pouvait m'initier que jusqu'à un certain point. Ce point-là, une fois atteint, j'en voulais encore. Alors il a fallu que j'achète des livres.
J'ai même piqué quelques livres à ce moment-là. J'ai découvert les octaves, les sixtes, les quintes, tout le bordel musical, avec lequel je me défendais plutôt mal, parce que je voyais pas à quoi ça allait me mener, et je commençais quand même un peu tard. Alors j'entrelardais ça de quelques rêves écrits, de quelques souvenirs qui revenaient, ou bien de quelques dessins que j'avais envie de faire. Et la femme avec qui je vivais avait disons, un certain faible. Alors pour moi, c'est comme ça que j'expliquais les choses. Elle trouvait que ce que je dessinais n'était pas encore assez, non pas concret, mais assez précis. Et elle aiguisait mon crayon ou ma plume, me permettant de dire ce que j'avais envie de dire, ou de dire ce que je ne savais pas que je devais dire, mais je suis arrivé à dessiner un sexe. Alors que, quand je faisais des tâches, c'était le titre qui était sexuel. Mais la tâche par elle-même aurait très bien pu être gigot au milieu de ses flageolets, alors que moi je l'avais traîné ou traité de sexe à la recherche de son âme. Elle m'a permis de dessiner pour la première fois une bite. J'avais pas dessiné de bite jusqu'à 32 ans, 35 ans. J'ai dessiné ma première bite. Et puis un peu timidement, je lui ai amené, je lui ai dit, ben, voilà ce que j'ai fait. Elle me dit, oui, mais cette bite-là, elle appartient à un mec, alors fais le mec. Alors j'ai fait le mec. Alors le mec était évidemment démesurément petit à côté de l'énormité de la bite qui prenait pratiquement toute la page. Mais le mec était mal foutu. Je m'étais mis à, non pas mieux le foutre, mais à lui inventer des tas de situations. Alors je le tordais dans tous les sens et ça créait un monde assez monstrueux. Un monde actif, un monde qui agissait et qui me permettait même à moi d'envisager des pauses nouvelles dans l'amour que je voulais faire avec elle. Et de là, je ne me suis pas dégonflé. J'ai compris que tout ce que j'avais pu essayer d'écrire jusqu'à présent, c'était du pipi. Quand je parlais des rats, je ne parlais pas de la vieille, et quand je parlais de la vieille, je ne parlais pas de ce qui se passait dans le plumard, et quand je parlais des locataires de la maison, je ne parlais pas de ce qu'il y avait entre nous, c'est-à-dire la femme et les deux femmes qui se sont mises à me sucer la queue. Il y avait une certaine pudeur, quelque chose que je voulais tenir caché. Or, elle me permettait, cette femme en question, de faire fi de ma pudeur. Et pourtant, je ne me savais pas pudique. Donc, faire quelque chose, non pas faire de l'art, mais commencer à mettre un peu le doigt dans un petit merdier de ce genre, ça nécessitait de jouer cash banco, le tout sur le tout, de ne pas se dégonfler, non pas de dissimuler et de laisser dans un coin obscur ce qui peut-être était le plus important. Ma merde, la maladie, je ne la cachais pas, mais je ne voulais pas en parler, je n'arrivais pas à en parler, ce qui fait que quand il m'arrivait d'écrire que j'allais chercher des petites fioles de sang pour la vieille, je n'arrivais pas à me remémorer. Il y avait là-dessus un rideau tendu, tiré. Alors la petite fiole de sang, à quoi est-ce qu'elle servait? Le rat qui sortait dans la cave, à quoi est-ce qu'il était relié? Mais il était relié aux soulographies du vieux, il était relié aux disputes de la vieille, il était relié à ce qu'il faisait quand, dans le plumard, après une grosse engueulade, il se mettait à tirer un coup. Oui, oui, il y avait de ça. Alors, admettons encore un pas, ou 10 pas, ça n'avait pas d'importance. L'important, c'était de bouger, de ne pas se figer, se scléroser. Ce que je reprochais aux gars, c'était de refaire ce qu'ils avaient fait. Je comprenais pas qu'un gars puisse, à partir d'un point, ayant découvert, en supposant que ça soit vraiment une découverte, mais elle se rattachait toujours à quelque chose, ayant découvert un petit signe, un petit mot, une petite phrase, un petit état à traduire, que ces gars-là se roulent dedans. Le seul à ne pas l'avoir fait, pour moi, ça restait Breton. Il ne jouait pas la carte Breton. À chaque fois, il essayait de se mettre un peu en danger. Et ça, je n'avais pas encore trouvé le moyen, la clé, la serrure qui œuvrait dans le même sens. Alors, dans mon plumard, couché, tu beurres, mais j'étais habitué au pépin. Je suis convaincu d'ailleurs que j'allais m'en sortir. La preuve. J'avais pas tellement de problèmes du point de vue matériel, encore que les problèmes existaient. Je me disais, on verra. J'acceptais le on verra.
Et à la limite, si vraiment il y avait une limite atteinte, ben, nous allions rentrer tous les deux dans un sana, ça ne durerait pas très longtemps, on pourrait nous soigner gratuitement et on se retrouverait après. Non, 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 ce que je voulais, c'était dans mon plumard, bénéficier de la maladie. Alors que moi, jusqu'ici, je ne l'avais qu'utilisé pour faire croire. Moi, je me rappelle très bien quand, puisque j'étais un travailleur, j'avais un droit à ce qu'on appelle la sécurité sociale. J'avais joué de véritables comédies. À chaque fois que j'étais convoqué à un contrôle, c'est affreux tout ce que je pouvais faire. Je les volais littéralement, c'est dans tous les cas ce que je pensais. Je me disais, mon vieux, pour pouvoir toucher ta petite pension à la fin du mois, parce que je m'étais mis à toucher une petite pension. Très petite, mais qui permettait de boucler les mois. Je me disais, il faut jouer à la comédie, alors j'arrêtais de bouffer pendant 2-3 jours, ou bien je marchais dans Paris pendant des heures, pendant des jours et des nuits. Et je me présentais aux gars vachement lessivés, qui me passaient en scopie, qui me disaient, oui, oui, je vois bien, vous êtes malade, et au fond, j'étais malade et je jouais la maladie, mais j'étais un malade. Et quand il m'arrivait un pépin, je me dissimulais derrière elle. Je l'utilisais comme un « c'est pas de ma faute, c'est elle ». Mais le « c'est pas de ma faute, c'est elle », fin de compte, c'était elle, mais c'était moi, parce que elle que j'avançais, c'était moi que j'avançais. Ça me donnait une certaine conscience. Mais là, à partir d'un moment qui est vraiment un moment tout à fait particulier, nous retrouvons isolés dans les montagnes, isolés même en étant à quelques 15 ou 20 kilomètres de tout un tas de toubibs et de tout un tas de malades, j'avais pas du tout envie, je n'avais plus du tout envie de dire je suis malade, alors maintenant, voyez-vous, tout s'explique avec ça. Pas du tout. Pas du tout. Je pouvais, j'avais peut-être les moyens d'utiliser le repos d'un corps, de l'empêcher de se lever, puisque si je me levais, je ne pouvais qu'empirer mon histoire. Donc en étant sur le dos, comme un Maccabée, mais un Maccabée pas encore Maccabe, je devais pouvoir mettre un peu d'ordre dans mes histoires. Et alors, chez moi, le côté délibéré, en dehors des mouvements de cassure où ça me fait chier, alors ça c'est délibéré aussi, mais c'est tout autre chose. Le côté délibéré, je vais faire ça, absolument impossible, impensable, compte tenu de mon caractère et de mon état. Là, c'est presque délibérément que j'ai choisi. J'ai décidé. J'allais non pas me vautrer dans la maladie, mais l'utiliser. Oh, c'est commun. Des tas de mecs, une fois malades, se sont mis à faire quelque chose. L'important, c'était après la maladie de continuer à faire. J'en avais pour 1 an. Bon, eh ben en 1 an, je pouvais faire des tas de trucs. La situation n'était pas tellement terrible. Ouais, d'accord, il n'y a pas les ronds, mais ça c'est rien. Des ronds, ça peut... Disons que ça peut se trouver. C'est le reste qui ne se trouve pas facilement. Par exemple, se mettre devant sa table et puis gicler. Ah non, ça c'est autre chose que la maladie. Arriver à un point, être malade, avoir une femme malade à laquelle je tiens beaucoup, disons une part d'égoïsme, qui venait de m'amener à choisir la maladie comme non plus comme un tremplin, autre chose qu'un tremplin, comme un train qui partait d'une gare, qui allait passer dans des tas de gares de maladie, mais qui arrivait ailleurs. Je voulais arriver ailleurs. Peut-être que tout ce qui avait été tenté jusqu'à présent, c'était maintenant que je devais le saisir. Pas pour devenir un artiste, pour trouver un certain petit sens à ce que j'allais concrètement tenter de faire avec une absence de contrôle de la chose elle-même. C'est à ça que j'en étais arrivé. Alors les jours ont passé, le Touvé est venu me voir plusieurs fois. Ça allait, en ce sens que si je pouvais, d'après lui, continuer à rester dans un lit
allongé sans bouger, comme je le faisais maintenant, eh bien, il acceptait de me soigner. Alors, restait la question donc du pognon, ça c'était sans histoire. J'allais me mettre à torpiller les gars, alors que je devais découvrir quelque temps après que torpiller des gars, ça n'existe pas. On peut avoir des amis, croire qu'on a des amis, mais c'est dans un moment très précis qu'on les met un peu à l'épreuve. Moi, je suis pas mieux que les autres. Quand j'ai seulement 10 sous en poche, ça me fait chier de les donner, parce que si j'ai que 10 sous, ça sert pas beaucoup, mais peut-être que je pourrais m'acheter un petit bout de quelque chose quelque part. Mais si j'ai 20 sous, moins de problème. Je suis tout à fait d'accord à couper ça en deux. Eh ben, j'ai découvert que les amis en question, un sou, c'est un sou. Ben, j'ai découvert ça sans désillusion. J'ai dit, bon, bah d'accord, il me lâche, il me lâche. Alors j'envoyais des tâches, des restants de dessin que j'avais conservés, que j'avais emmenés avec moi. J'envoyais ça à des mecs en leur disant, si vous me donnez 2000 balles, bah ça colle. Alors qu'ils les avaient payés 5000 ou 10 000. Et je recevais des petits mandats. Donc, il y avait un point qui pouvait tenir. Ce qui manquait, c'était ce que je pouvais faire dans un plumard. Or, je ne pouvais pas dessiner, ça j'ai déjà dit. Mais je pouvais écrire. Est-ce que j'étais prêt à écrire? Parce que moi, je crois que pour toute chose, il y a un temps. J'aurais pas pu me mettre à jacasser il y a 20 ans, je peux me mettre à jacasser maintenant. Donc, est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il fallait se poser la question? N'était-il pas préférable de rien se demander, de prendre un bout de papier, un cahier d'écolier, puis d'écrire là-dessus? Or, le cahier d'écolier, ça avait joué contre moi. Parce que ma propre écriture, avec ses propres fautes d'orthographe, me gênait doublement. Donc, ce qu'il me fallait, c'était peut-être une machine à écrire. J'en avais déjà acheté une. Alors oui, quand j'étais à Paris, j'avais acheté une machine à écrire après avoir vendu des tâches. J'avais gagné 19 000 balles. Ah, ça c'était chouette. Ben, les 19 000 balles, je suis allé les dépenser aux puces à un affreux con qui m'a vendu une machine et qui m'a dit bah, regardez, vous n'avez qu'à taper monsieur, vous verrez, ça marche. Alors moi, j'avais tapé monsieur sans trop savoir où se trouvaient les lettres. Et le monsieur était bien sorti. Et une fois arrivé chez moi, ben, je me suis aperçu que seul le monsieur pouvait être tapé, mais tout le reste, ou en tous les cas une grande partie du reste, ne fonctionnait pas. Alors j'ai essayé de revoir le gars et tout ça. Il m'a dit que j'avais abîmé, que c'était pas vrai, qu'elle marchait bien. Bon, ben, ma machine à écrire est restée dans un coin. Mais je pensais, je soupçonnais qu'une machine à écrire pouvait m'être d'une certaine utilité. Que ça me débranchait, dégreffait, un peu comme un micro peut me permettre de parler devant et dedans sans créer un paravent. La machine à écrire détruisait quelque chose, déphasait et me permettait peut-être de gicler. Seulement, je ne peux pas écrire avec monsieur. On va pas loin. Et là, dans cette petite ferme, un beau jour, j'ai reçu une machine à écrire. Ah, c'était un drôle d'effet. C'était la tante de ma femme, qui, après m'avoir refusé et traité d'assassin, de bandit, d'ordure et de tout ce qu'on peut imaginer, parce que ma femme était une juive, et que moi je n'étais pas un juif, que j'étais donc un gentil dégueulasse, ça allait très bien avec. Tôt ou tard, j'allais me mettre à la battre ou à la rendre malheureuse, que elle, c'est une pauvre petite âme innocente. Cette femme-là venait de faire un brusque volte-face et m'envoyer une machine à écrire. Comment était-elle arrivée à penser que j'avais besoin d'une machine à écrire? Ça restera toujours un mystère pour moi. Encore que je l'ai soupçonné très longtemps d'avoir un certain fluide pour sentir qu'il se passait quelque chose quelque part chez sa nièce. C'est elle qui l'avait élevée et sa mère morte en couche, elle s'était occupée d'elle toute sa vie. Et après m'avoir rejeté, elle tombait de l'autre côté, à l'autre excès, comme les Russes savent tomber, parce que c'était des Russes. Et elle m'a envoyé une machine à écrire tout simplement comme ça, pour mon anniversaire. Car je suis tombé malade le jour de mon anniversaire. Alors j'ai eu cette machine sur le bide. Elle a placé une pistache parce qu'elle était vert pâle. Et en allant la prochaine fois chercher des médicaments, je savais que, en même temps que les médicaments, je prendrais un autre médicament, c'est-à-dire des feuilles de papier, sans carbone et sans rien, et que je me mettrais à taper. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à taper à la machine à écrire. Pour moi, une folie. Une vraie folie. Un gars qui a passé 10 ans
à griffonner des bouts de papier qui, brusquement, se trouvent en plein bordel de mots, de phrases, d'images, qui peut, du matin jusqu'au soir, taper sur une machine à écrire. Je tapais presque sans voir les fiches. Très rapidement, j'ai découvert ce que c'était qu'un clavier. C'était bourré de fautes de frappe, c'était bourré de fautes de français, bourré de fautes d'orthographe, mais c'était lisible. Je pouvais me lire et la femme que j'avais pouvait très bien me corriger. J'ai non pas accusé, mais soupçonné le traitement d'avoir été à la base de cette histoire-là. Je me suis dit, mais ce sont les drogues que je prends qui m'amènent à ça. J'en suis moins sûr aujourd'hui. J'ai tapé, j'ai remonté le cours du temps et je suis allé à la source. Enfin, à une certaine source. J'ai tout repris de l'âge de 5 ans. Et j'ai mis en route une histoire. Une histoire qui bénéficiait de ma maladie, de cette position que j'avais du type allongé, d'une femme qui est à côté de moi pendant que je tapais comme un fou. J'en suais. Continuer à lire certains bouquins et à faire des croquis. Moi, j'étais littéralement débridé, le mort entre les dents. Le gars qui n'est plus maître de sa monture. Tout revenait. Tout retrouvait une place, exactement comme ces pots, ces assiettes et ces casseroles que l'on sort après avoir nettoyé un placard et qui retrouvent leur clou, leur endroit. Tout s'enchaînait, s'en mêlait. Je pouvais même me permettre des fantaisies absolument inimaginables. Je revenais, je quittais une phrase et cette phrase qui n'était pas une phrase terminée, je pouvais avoir une énorme parenthèse et fermer la parenthèse et continuer la phrase sans m'être relu. Ah oui, j'ai accusé le coup. Je me suis dit, mon vieux, le jour où tu vas arrêter tes drogues, eh bien, t'es cuit, t'es foutu, tu pourras plus y arriver. Et les drogues ont été arrêtées. L'année est passée. J'avais terminé mon truc et je continuais autre chose. J'ai remis les pieds là où je me suis efforcé de ne pas les remettre maintenant. J'ai revu ce qui s'était passé quand j'étais dans la boutique. J'ai resitué dans un cadre, dans un tableau, la vérité, enfin ma vérité. Sans faire de moi un ange, mais pas non plus un démon. Et parallèlement à ça, au fur et à mesure que les mois passaient et que moi, vraiment, je tapais comme un fou sur une machine qui aurait pu devenir rouge, quelque chose d'autre se développait en moi. C'était pas fini. Non seulement l'écriture n'était pas finie, non seulement, disons, le bienfait qu'elle m'apportait. J'étais dans une certaine auto-analyse. Je voulais voir clair. Je n'écrivais que pour m'expliquer quelque chose, pas du tout pour l'expliquer aux autres. Il fallait que je le dise, il fallait que ça arrive, et le moment étant arrivé, je le faisais. Et bien en même temps que ça, parallèlement à ça, des tas d'autres choses se mettaient à se bousculer, à se culbuter, à se mettre en avant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, se mettre en avant et à parallèlement travailler? Ben, ça veut dire qu'en même temps, je repensais à mon dessin. Je revoyais ce que j'avais fait et en même temps ce que je pourrais faire. J'avais des dessins dans le cigare, des notes, comme des fiches. Et en même temps, dans une autre partie du cigare, j'avais autre chose. Oui, j'avais la musique. Je me disais un jour, je vais m'y mettre. Je m'y étais déjà un peu mis. Et je me suis acheté, pendant que j'étais malade, une deuxième guitare. Seulement, pour moi, la guitare, c'était quelque chose qui devait être sérieux. Tout n'est que sérieux. On ne peut pas se jeter dans quelque chose avec une absence de sérieux. Pour moi, dès le début, j'avais dit, le travail est important. Et je me rendais compte qu'il était payant en ce sens que si on fait 10 ou 15 dessins dans une semaine, le chiffre importe peu, mais quand même. On nettoie très vite. On note ses impressions et là aussi on tient des fiches. Je décidais que j'allais me mettre sérieusement à faire autre chose dans la journée que taper tout le temps. Je réservais mes matins à taper et l'après-midi, pas à dessiner, puisqu'on ne peut pas dessiner allongé, en tous les cas très mal.
Je me foutais sur le bide de cet instrument bizarre et je me mettais à jouer. Seulement, je me mettais à jouer ce que je voulais jouer. Or, j'avais des exigences. Le disque de Dino Lipati qu'elle m'avait donné et que j'avais bouffé, moi, je voulais pouvoir le faire. Pas le disque, non. Mais je voulais pouvoir gratouiller ça. Mais gratouiller ça d'une façon orthodoxe, d'une façon, disons, traditionnelle dans la musique. C'est-à-dire bien connaître une partition, bien la jouer, bien la savoir par cœur, avec toutes les intonations, les modulations, les effets que je ne recherchais pas tellement, mais qui étaient nécessaires à certains endroits. Et bien, sur mon lit, j'ai travaillé ma guitare. À un point que, quelques mois après, ayant demandé à un copain de m'envoyer la partition que Lipati avait jouée, je me mettais à la jouer et, oh, je ne vais pas dire à bien la jouer, mais à me contenter provisoirement de ce résultat. Et j'ai fini par mettre mes prières à terre. J'ai pu me lever, aller chier comme je voulais, faire un peu la cuisine, pouvoir m'organiser comme je voulais m'organiser. C'est-à-dire un type presque normal, passant toujours mes matinées à taper, mes après-midi assises à jouer de la guitare, et quelquefois, mais lentement et progressivement, à faire un dessin. Oui, je sais, c'était des... Sur les 3 choses, il y en avait 2 de trop. Dans les 2 de trop, j'ai rapidement compris qu'au fur et à mesure que les mois passaient, la musique ne pouvait pas me remplir. En fin de compte, j'étais l'interprète de quelqu'un et ça ne pourrait pas aller très loin. Alors j'ai raccroché. Je me suis dit, non, vaut mieux arrêter. Ou bien je joue à la perfection, ou bien j'arrête. Perfection, c'est pas possible pour moi. Il faudra des années, et de toute façon, non pas que je ne gagnerai pas ma croûte avec ça, mais je pourrais pas y arriver. C'est trop tard. Par contre, ce qui n'était pas trop tard, pour moi, pour y voir clair, c'était de dessiner. De dessiner et de continuer à écrire. Alors c'est ce que j'ai continué. Écrire le matin, dessiner l'après-midi. Et c'est comme ça que je me suis sorti. Enfin, que je suis sorti. Disons que c'est de cette façon-là que je suis arrivé au bout de ma maladie, que j'ai atteint ce qu'on appelle la stabilisation, que je rentrais dans une période de convalescence, et que je pourrais bientôt faire ce que j'avais envie de faire. L'important étant le pognon. Mais le pognon était devenu, alors non pas dérisoire, hein, ça serait un peu trop gonflé, mais le pognon étant devenu l'utilitaire, et pour l'utilitaire, on pouvait peut-être trouver quelque chose. Et on a effectivement trouvé quelque chose, je me suis mis à tisser. Le médecin était d'accord, je pouvais tisser à la main, et ça correspondait à un moment particulier. Alors je faisais les tissages, et puis j'allais les vendre dans des boutiques, et on s'en sortait pas mal. Jusqu'à ce qu'un jour, mon premier bouquin étant terminé, mais ce n'était pas un bouquin, la femme avec laquelle je vivais me dit « Tu devrais le donner à lire à quelqu'un. » Oui, je n'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé que ce que j'avais écrit pourrait devenir un livre. C'était un livre que je venais de terminer. Ça me semblait à peu près évident, mais je suspectais tellement les intellectuels, tellement tous ces mecs que j'avais connus, et entre autres la mauvaise expérience avec le groupe surréaliste, que je rechignais un peu devant ça. Je dis à ma femme, écoute, si tu veux, tu t'en occupes toi-même, tu verras ce que tu peux faire. Mais par contre, de mon côté, en y réfléchissant bien, je pouvais arriver à me dire que il était possible que je donne ce livre-là à lire et qu'on me dise ce qu'on en pensait. À partir du moment où j'avais mis le doigt dans un engrenage, il fallait que j'accepte de jouer le jeu jusqu'au bout.